Qu'est-ce qu'il faut pas faire sans déconner, quoi? Alors qu'il suffirait que je me mette devant une étagère ou sur mon lit pendant une demi-heure à traiter tout le monde de con, ou à parler de moi, pour faire des vues à 6 chiffres, quoi. Bref. Bref. Lorsqu'une idée visuelle à base de mail parvient à nous faire fondre en larmes, c'est probablement le signe que l'on est devant une œuvre qui mérite un peu plus qu'un simple coup d'œil. Et lorsqu'en dépit des réserves qui ont accompagné sa vision, on peine malgré tout à quitter ses personnages, c'est peut-être le bon moment de prendre 5 minutes de son temps, de sortir sa caméra et son micro pour répandre la bonne nouvelle. Vous l'avez compris, A Place Further Than the Universe est de cet acabit, de cette race d'animés privilégiant la simplicité au simagrée, l'intime au fanservice, et les personnages, les vrais, aux silhouettes hystériques. Bonjour les gens, aujourd'hui on parle donc rapidement et sans spoiler d'une pépite passée quasiment inaperçue en début d'année. Ça s'appelle A Place Further Than the Universe, mais je vais simplement dire Yorimoi, rapport à son titre japonais, et parce que c'est plus court et bien moins chiant à prononcer. C'est un animé original produit par Madhouse, et ça raconte grosso modo l'histoire de 4 adolescentes, dont les parcours vont les mener à se rencontrer, et à partir ensemble au pôle sud, rien que ça, parce que pourquoi pas, ouais. Et surtout, c'est porté par Atsuko Ishizuka à la réalisation, qui est quelqu'un que je suivais jusque-là de manière assez distante, et à qui je vais porter maintenant beaucoup plus d'attention. J'avais assez aimé Anayamata, malgré son aspect enfantin très prononcé, parce qu'il y avait, voilà, il y avait ce sentiment de proximité avec les personnages qu'on retrouve mine de rien pas tant que ça dans l'animation japonaise actuelle. C'est-à-dire qu'on va aimer ou adorer une série ou un film pour plein de raisons, mais pas nécessairement parce qu'on a eu l'impression de côtoyer les personnages, d'apprendre à les connaître et de partager leurs ressentis. Et ça, c'est un aspect que je m'attendais pas non plus à retrouver dans No Game No Life Zero, qui est aussi réalisé par Ishizuka. Déjà parce que la série d'origine, voilà, elle a pas vraiment grand intérêt, même à l'aune de ses personnages. Et voilà, je me souviens de 2-3 scènes qui fonctionnaient vraiment bien par rapport aux deux personnages principaux. C'était sincère, c'était émouvant, et c'est vraiment le genre de choses dont je me souviens, alors que le film, dans l'ensemble, je l'ai vraiment déjà oublié. Et puis voilà, il y a Yorimoi qui débarque, qui est une sorte de petit miracle, et que je considère vraiment comme un premier accomplissement dans la carrière d'Ishizuka. C'est assez marrant en fait d'enchaîner No Game No Life Zero et Yorimoi coup sur coup. Il y a quelque chose qui saute assez vite aux yeux, c'est le traitement de la lumière. Alors, évidemment, hein, on n'est plus du tout dans un univers de fantasy où tout le monde se met sur la gueule. Yorimoi se veut ancré dans le quotidien, il y a une démarche d'authenticité, de réalisme entre guillemets. Mais au-delà des genres, le numérique a mis en exergue ce besoin d'en faire des tonnes, de te mettre des flares à tout va, de chercher à t'en foutre plein la gueule dès que possible, avec une surcharge d'effets et de couleurs qui rendent un temps le projet aguicheur bien sûr, mais qui écœure finalement assez vite. No Game No Life, typiquement, c'est ça. C'est le chat. Vous me dites... A l'inverse, Yorimoi est une bénédiction, dont la justesse va contaminer toute la série. Déjà parce que sa lumière, très douce, très bienveillante, apporte une certaine tendresse au projet. C'est une lumière à la fois éclatante, magnifique, mais qui paradoxalement n'en fait jamais des tonnes. Elle accompagne les personnages, elle raconte leur évolution. Il y a une vraie sensation de naturel qui s'en dégage, elle sonne juste et ancre les personnages dans un quotidien qui nous paraîtrait presque familier. Et rien que cette retenue permet à la série de se distinguer. C'est à la fois absolument sublime, et à la fois suffisamment discret pour rester cohérent avec la démarche. C'est un putain de travail d'équilibriste, vraiment, au service d'une œuvre qui semble avoir à cœur de faire avancer les choses. Et en même temps, ça... Et en même temps, ça raconte quelque chose, hein. On part d'abord sur un quotidien assez morne, on est sur des intérieurs au ton froid, un accent mis sur les ombres et l'obscurité. Et en même temps, le tout reste suffisamment beau pour exprimer une idée assez simple, qui est celle de couleur, de lumière qu'on empêche d'éclater, de s'épanouir. Ce qui évidemment fait écho au postulat de la série, avec cette adolescente qui regrette de ne pas avoir pu vivre pleinement sa jeunesse jusqu'à présent, qui va vouloir partir à l'aventure, faire des folies, sortir de son petit confort, de ses habitudes un peu paresseuses. Et cette frustration, cette volonté de sortir de cette zone de confort justement, rien que la photographie, le travail sur la lumière, même sur les couleurs, dit tout à ce niveau-là. Yorimoi, c'est vraiment génial sur ce point, c'est que on n'a même pas besoin des dialogues quasiment pour caractériser les personnages ou pour ressentir leurs états d'âme. Rien que le visuel dit tout à ce niveau-là. Et évidemment, plus on va arriver vers le pôle sud,
plus on va gagner progressivement en liberté, en luminosité, en profondeur de champ, en couleurs chatoyantes, etc. Et puis je vous parle même pas des scènes au crépuscule, au Japon, en Australie, en Antarctique, etc. C'est beau à se damner, le travail sur les décors est génial, même le chara-design a un charme fou. Bref, c'est génial, je vous laisse découvrir ça, c'est un régal. Tu te tais! Et corollaire direct de cette démarche, on sent que la série a autre chose à nous raconter que les tranches de vie du premier épisode. Comme si... Ouais, voilà, comme si finalement, comme ces personnages, la série avait envie de vivre sa propre vie, de s'émanciper du canevas restrictif du slice of life adolescent typique qu'on nous sort depuis des lustres, voilà, c'est ça, pour vivre sa propre vie et aller vers des territoires un peu sauvages, un peu inexplorés, même si pas totalement évidemment, mais voilà, des territoires où les personnages ne seraient pas juste des fonctions comiques, débiles ou de connivence avec le spectateur, mais qui bénéficieraient d'un vrai développement, qui va les mener à accomplir des actions significatives, dans un but précis, dans un but original, et qui finalement va témoigner d'une évolution concrète des personnages. Alors, évidemment je m'emballe, hein, Yorimoi n'est pas du tout méta, on n'est pas du tout dans le post-moderne, et on n'est pas vraiment dans une entreprise de déconstruction. Mais voilà, on ressent quand même cette envie de faire avancer les choses à ce niveau-là, et je pense même que c'était conscient. Il n'y a qu'à voir l'épisode 3 par exemple, où tu as une séquence qui menace de faire vriller tout le récit dans du niais totalement improbable, et qu'on a pris finalement l'habitude d'accepter dans d'autres animés, et en fait, bim, c'était un rêve. Et c'est pareil, l'écriture est pareille tout le long de la série. Les personnages masculins, par exemple, déjà ils sont réduits à de la figuration, et à chaque fois ils voudront avoir leur petite romance, un peu tout ce qu'on a l'habitude de voir effectivement, et ils l'auront jamais, évidemment. Le script leur accordera jamais de romance, et ne serait-ce que pour une raison simple, c'est que ça aurait paru totalement hors sujet par rapport à la dynamique du récit. Et c'est pareil pour l'Antarctique. Il y a une vraie attente qui se crée à ce niveau-là dès le début de la série. Tu t'attends à y arriver assez vite finalement, et non, pas du tout. Il faut t'attendre les 2/3. Parce que l'objectif, c'est vraiment de l'atteindre. Et pour que l'atteindre ait un sens, il faut qu'il y ait de l'attente. Il faut qu'il y ait un parcours derrière. Enfin bref, je divague, hein, mais c'est vraiment ce genre de petits éléments qui font que Yorimoi me paraît, en tout cas, être une réponse au cynisme ambiant, et surtout font, au final, que c'est ce qui a fait que je l'ai prise progressivement au sérieux. Seul compte donc la naissance d'une amitié forte, liée par un parcours commun et significatif. Ce sont leurs convictions, la prise en compte de leur passé, la volonté d'atteindre un ailleurs qui vont donner vie aux actions des héroïnes et les faire exister en tant que personnages. Yorimoi part de la caractérisation solide de ses protagonistes, pour faire de l'atteinte du pôle sud un acte symbolique d'une jeunesse enfin éprouvée et d'un statu quo brisé, du pouvoir d'une volonté inébranlable, dans une période où tout semble possible. Comme dit dans la série, l'Antarctique est un monde où les repères ne sont plus. Il s'agira d'affronter ses craintes, la peur de l'inconnu et l'échec qu'il peut engendrer, d'arpenter de nouveaux territoires que les personnages devront appréhender en même temps que les raisons intimes qui les ont amenés jusque-là. Ce n'est que là qu'elles pourront mettre un terme aux soucis du passé pour vivre pleinement le présent, leur adolescence. C'est pour moi le cœur de la série et tout semble écrit en ce sens. Par exemple, le pôle Sud, qui pourrait tout à fait être présenté comme un danger potentiel, hein, on est sur un environnement sauvage, assez inexploré. Et non, pas du tout. En fait, c'est une simple routine matérielle pour les personnages. Parce que le challenge, ce n'est pas d'y être, c'était d'y accéder. D'où l'attente, justement, qui a précédé cette arrivée en Antarctique. Et concrètement, le pôle Sud, c'est rien de moins qu'un catalyseur émotionnel. C'est ce qui va mener les personnages à l'introspection, et c'est ce qui les poussera à avancer. Même chose pour l'agent de Shirase. On nous présente ça dès le début comme une sorte de fusil de Tchekhov qui pourrait sortir les personnages de la merde un peu n'importe quand, un peu n'importe comment, toujours de manière très caricaturale, hein, on a l'habitude de ça partout ailleurs. Et en fait non, pas du tout, ça ne servira jamais, à part évidemment sur l'issue du truc, mais ça reste dans la symbolique par rapport au récit, mais ce qui va faire avancer les personnages, c'est El Famoso pouvoir de l'amitié, mais traité de manière intelligente. C'est-à-dire que c'est en se serrant les coudes, en se disant les choses et en les acceptant, en apprenant à appréhender leurs émotions, que chacune pourra évoluer et donc faire évoluer le groupe avec elle. Et pas en comptant sur une aide extérieure, comme l'argent de Shirase par exemple, qui aurait été dans tous les cas totalement caricatural, et qui aurait vraiment donné un sacré coup au récit. Niveau structurel, c'est pareil, on a un enjeu en début d'épisode qui est résolu dans les 25 minutes. Déjà, parce qu'il n'y a pas besoin de plus. Ensuite, parce que ça permet une évolution rapide, intime et collective des personnages. Et surtout parce qu'il y a une vraie mise en scène derrière qui le permet. Et c'est comme ça tout le long. L'inclusion des différents personnages se fait de manière extrêmement rapide, mais c'est quelque chose que tu ne questionnes jamais dans la série. Déjà parce que c'est basé sur un humour gentiment moqueur, on rigole vraiment pas mal dans la série, on rigole de bon cœur en plus, sur une caractérisation bien pensée,
Il y a qu'à voir l'épisode 1 avec Shirase, voilà, qui est présenté comme une sorte de figure un peu fantastique, insaisissable, la seule à avoir les cheveux longs, reconnaissable à son parfum, et donc forcément qui va créer une fascination pour Mari, qui jusque-là a peur d'avancer. C'est Shirase qui va pousser Mari à avancer. Et surtout parce qu'il y a une complicité derrière, qui est vraiment superbement écrite. C'est-à-dire que les personnages sont là depuis 5 minutes, mais leur relation est tellement crédible, tellement naturelle, tellement spontanée, t'as l'impression qu'elles sont là depuis le début de la série. Donc forcément, tu te prends en jeu, et Yorimoi, c'est génial à ce niveau-là. La série parvient donc à toucher à quelque chose de pur, de précieux dans son apparente simplicité. Yorimoi est mignon, oui, mais parsemé de thèmes forts qui vont l'élever bien au-delà de cet aspect. L'amitié, bien sûr, l'émancipation, la concurrence et l'acceptation au sein d'un groupe, l'ouverture au monde, le déni et j'en passe, dont le plus bouleversant de la série que je vous laisse découvrir par vous-même. Bref, Yorimoi possède cette féminité, cette bienveillance, cette proximité, cette sensibilité, cette âme, appelez ça comme vous voulez, qui distingue les grandes séries du tout venant. Bref, comme d'hab, je m'étais dit que je mettrais que 5 minutes à vous recommander cette série, mais je crois que c'est un petit peu mal tourné, alors qu'en plus j'ai coupé des choses et qu'il y a encore beaucoup de trucs à dire. Hein. Mais voilà, je crois que vous avez saisi l'essentiel. Regardez Yorimoi, même si vous en avez plein le cul des animés avec des adolescentes, ce que je pourrais tout à fait comprendre. Alors, ça n'a rien de bouleversant, hein, mais ça va pas changer votre vision du monde ni rien du tout. Mais dans le cadre de ce que ça veut raconter, ça le fait de manière assez brillante. Ça pourrait peut-être même vous réconcilier avec ce type de récit. Donc regardez Yorimoi, hein, c'est visible sur Crunchyroll je crois, et au-delà. Conseillez Yorimoi, et bien sûr n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, après avoir mis un pouce bleu, et après vous être abonné. Et sur ce, on se retrouve dans 2 semaines j'espère, pour le prochain anima qui sera consacré à rien de moins qu'au légendaire Captain Tsubasa, et voilà, peut-être avant 2 semaines parce qu'il y a le remake live de Jinro par Kim Ji-woon qui sort sur Netflix, je crois, peut-être le 19 octobre, quelque chose comme ça. Donc si vraiment le film est intéressant, et que j'ai 2-3 trucs à dire dessus, et que j'ai pas la flemme de mettre un petit peu tous ces réglages à la con, on fera peut-être un petit vlog des familles là-dessus. Bref, à la prochaine.